Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuts Talk. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Camille Ringot, qui est médecin psychiatre spécialisé dans les TCA. Bonjour Camille, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Et toi? Bah écoute, ça va super bien aussi. Je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet que je trouve assez important et je trouve que déjà nous dans le podcast Nuts Talk, on en a très peu parlé, on en a un petit peu parlé mais pas beaucoup. Et c'est un sujet qui finalement aujourd'hui touche de plus en plus de personnes. Et j'ai regardé un peu la stat et je crois que c'est 95% des personnes qui ont suivi un régime, et au final reprennent du poids et même souvent elles reprennent plus euh, que ce qu'elles avaient avant. Alors on va essayer un peu de décortiquer tout ça, les troubles derrière tout ça. Est-ce que finalement les régimes c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité en tout cas parce que c'est un sujet dont on parle vraiment pas assez. Et donc c'est hyper important de pouvoir en parler sur toutes les plateformes possibles et surtout dans un podcast comme le vôtre. Du coup, moi, je suis Camille Ringot, je suis médecin, je suis psychiatre, spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires. Voilà, je travaille dans un service de nutrition clinique, un service de nutrition clinique en région parisienne, où je vais accueillir et prendre en charge des patients qui sont extrêmement dénutris, avec des complications médicales de troubles des conduites alimentaires type anorexie mentale, souvent. Donc voilà, ça c'est mon boulot actuellement, en plus d'être aussi sur les réseaux sociaux pour faire de l'information, de la sensibilisation aux troubles alimentaires et aider aussi à déconstruire les fake meds et les idées reçues qu'on peut avoir autour de l'alimentation, du corps pour justement éviter et protéger par rapport au risque de développer des troubles alimentaires. Et voilà, et c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal. Et mon parcours, du coup, mon parcours, c'est un parcours classique d'étudiante en médecine qui a choisi à un moment donné de faire de la psychiatrie et qui, au sein de la psychiatrie, a voulu se spécialiser en addictologie, qui se rapproche, l'addictologie, c'est vraiment aussi une spécialité qui se rapproche des troubles des conduites alimentaires. On parle d'addiction comportementale. Et au sein de l'addictologie, en fait, je me suis surspécialisée aussi, du coup, dans les troubles alimentaires en passant finalement dans un service dans lequel j'étais étudiante, encore stagiaire, et qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse ça. Ça manque énormément de médecins qui s'occupent de ces troubles-là. Et du coup, c'était important pour moi. Et je me suis lancée dans cette idée que j'allais être un de ces médecins qui pourraient soigner les troubles alimentaires. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'orienter vers ces sujets-là? Est-ce que depuis ton enfance, c'est quelque chose qui t'animait ou tu es tombé dedans, on va dire, par hasard? Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'animait particulièrement. Après, l'alimentation, ça fait partie de nos vies, hein, forcément. Le rapport perturbé à l'alimentation, on a tous quelqu'un, si c'est pas soi-même, qui à un moment donné a eu des perturbations de son alimentation, ou en tout cas une souffrance vis-à-vis soit de l'alimentation, soit du corps. C'est des choses qui sont hyper fréquentes. Ça touche quand même une personne sur 5. Et c'est plus ces notions-là, je pense, qui m'ont amené à aller vers ce métier-là. Alors déjà, il y a le fait, dans les études, d'être passé par un service qui s'occupait de troubles alimentaires que je trouvais hyper intéressant, juste déjà de base. Il y a aussi le fait que c'est difficile de choisir une spécialité quand on est étudiant en médecine et de se surspécialiser, de plus forcément voir les autres spécialités à côté, parce qu'on apprend en fait tout et au final on n'utilise qu'un petit peu pour se surspécialiser derrière. Et les troubles alimentaires, ce qui est hyper intéressant pour moi en tant que professionnel, c'est que ça touche l'aspect psychique, ça touche l'aspect nutritionnel, l'aspect physique avec les complications médicales. Et donc en fait on n'est pas limité. Finalement, je trouve que ça permet d'avoir un regard assez ouvert sur la médecine qui est aussi multidisciplinaire. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressée en fait. Donc voilà, le fait que ce soit quelque chose dans la société qui est très présent aujourd'hui et qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il y avait très peu finalement d'offres de soins par rapport à ces problèmes-là. On en parlait très peu et le fait que je trouvais ça très stimulant d'un point de vue professionnel aussi. Eh ben, est-ce que on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors je vais pas dire une définition, mais c'est quoi finalement un trouble du comportement alimentaire et à partir de quand,
on peut parler de trouble, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment une échelle pour définir que oui, bah là, j'ai vraiment un trouble ou non, finalement, c'est pas un trouble, c'est juste des pensées qui sont constantes. Ouais, en fait, les troubles des conduites alimentaires, ce sont déjà de base, ce sont des maladies psychiatriques. Ça, c'est important de le dire, ce sont vraiment des maladies en lien avec le mental. Euh, Parmi les troubles des conduites alimentaires, il y a trois entités principales, donc trois maladies différentes qu'on connaît plutôt, enfin globalement plutôt bien, et d'autres maladies qu'on connaît un petit peu moins bien. Donc juste pour reprendre la définition générale des troubles des conduites alimentaires, ça va se caractériser par le fait d'avoir un rapport perturbé à l'alimentation qui va avoir un impact sur ma santé mentale, ma santé corporelle, et qui va durer dans le temps. En fait, il y a une question aussi de durée. C'est pas un épisode pendant une semaine, un week-end, un moment où je me sens pas bien, un été. C'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Donc c'est vraiment, je souffre de mon rapport à l'alimentation et de mon rapport au corps, et cette souffrance, elle est significative et durable. Ça, c'est le trouble des conduites alimentaires. Et dans ces troubles des conduites alimentaires, on va différencier plusieurs maladies différentes. Parmi les trois maladies principales, on va dire, il y a l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Ce sont trois maladies qui sont très différentes pour le coup. Et chaque maladie va être définie par des critères très précis qui sont précisés dans les classifications de maladies psychiatriques en fait, et en fonction des critères, s'ils sont plus ou moins remplis, on va poser un diagnostic en fait de troubles des conduites alimentaires. Donc il y a vraiment, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette souffrance qui est majeure, ce côté, la durée dans le temps qui va faire que le trouble se prolonge, et l'impact sur la vie de la personne qui va être un impact aussi très important. Sur tous les domaines de la vie de la personne. Et c'est ça qui le différencie qui différencie la maladie, le trouble des conduites alimentaires, du désordre alimentaire ou la mise en place d'un régime à un moment donné qui ne va pas forcément être un trouble des conduites alimentaires. On aura une intensité moins forte des différents symptômes, et il n'y aura pas l'impact significatif qu'on peut retrouver et la souffrance qu'on peut retrouver dans les troubles des conduites alimentaires. C'est vraiment des questions de définition. Après, c'est une question aussi de curseur dans l'intensité des symptômes, dans la durée des symptômes, dans l'envahissement des symptômes et l'impact que ça va avoir sur la vie de la personne. Donc, si je comprends bien, parce que on a une audience principalement de sportifs et de personnes qui font attention à leur alimentation. Donc, la différence, c'est que il y a on va dire un contrôle alimentaire pour le côté sportif qui est bien différent des TCA où là, on a, comme tu as dit, les trois maladies, l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Ouais. Et en fait, ce qui est compliqué du coup aussi de comprendre, c'est que le contrôle alimentaire qu'on va retrouver chez les sportifs, pour beaucoup de sportifs qui cherchent la performance, qui cherchent aussi à maîtriser un petit peu l'alimentation pour avoir des apports nutritionnels qui correspondent à leurs dépenses, etc. Ce contrôle-là peut être un facteur de risque de développer des troubles alimentaires. Et ce contrôle-là, s'il a un impact trop fort sur la vie de la personne, du sportif, si ça prend toute la place finalement dans sa vie, que ça le préoccupe toute la journée, toute la nuit, que ça l'empêche de faire des choses dans sa vie de tous les jours, que ça l'empêche de sortir, que ça le fait souffrir finalement, cet hyper contrôle alimentaire, c'est que déjà on entre dans un trouble alimentaire. Donc en fait, c'est vraiment une question de curseur, comme je disais tout à l'heure, et d'intensité des symptômes et d'envahissement des symptômes. Parce que le contrôle alimentaire, ça peut être un contrôle simple qui n'a pas de répercussions à part sur la pratique sportive et qui est bien maîtrisé et qui n'a pas de conséquences, comme ça peut être quelque chose qui prend toute la place et qui m'empêche de vivre, qui me fait souffrir, qui me coupe aussi d'autres domaines de ma vie, par exemple, et qui va avoir des conséquences sur ma santé, aussi bien mentale que physique aussi, parce que le contrôle sera trop important, parce que je vais avoir des carences, parce que, enfin voilà, donc c'est vraiment une question d'intensité, d'importance des symptômes. Alors, pour bien comprendre, parce que du coup, tu as dit les TCA, c'est une maladie, mais là, du coup, tu as dit que si vraiment ça a
très fort impact sur notre quotidien mental et du coup physique, on est dans les maladies. Donc, est-ce que tu pourrais donner un peu une définition de l'anorexie, de la boulimie et l'hyperphagie? Parce que pour bien comprendre que ces trois catégories-là, c'est peut-être plus sur le physique et pas le mental. Parce que là, juste avant, tu as dit que s'il y a vraiment un fort impact mental, on est quand même dans un TCA. Du coup, il y a une catégorie en plus, tu vois, d'essayer un peu pour bien comprendre. Ouais, c'est compliqué parce que c'est pas forcément simple à expliquer, mais donc les TCA, ce sont des maladies. Il y a trois entités principales, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. L'anorexie, c'est le fait de restreindre son alimentation dans un but de perte de poids qui va amener à un poids inférieur à la normale et qui va être associé à des perturbations de son image corporelle. On va surestimer sa silhouette, donc ne pas la voir telle qu'elle est réellement, malgré le fait qu'on perde du poids. C'est associé aussi à une estime de soi qui va être fortement corrélée à l'image corporelle ou le poids. Et souvent un déni des symptômes ou de la gravité des symptômes. Donc les personnes ne vont pas forcément se rendre compte qu'ils sont malades ou pas se rendre compte qu'ils sont malades à ce point-là, avec les risques qu'ils encourent. Donc c'est vraiment de la restriction, une perte de poids, un poids inférieur à la normale, avec un hyper contrôle de l'alimentation, dans un but de perte de poids, avec une peur intense de devenir gros, de devenir obèse. Voilà, ça c'est l'anorexie mentale. Donc il y a des répercussions physiques et psychiques qui sont majeures et qui vont durer dans le temps. La boulimie nerveuse, c'est une autre maladie dans laquelle la personne est souvent dans un poids normal avec des fluctuations, mais il y a un poids normal et qui va se manifester par la répétition de crises d'hyperphagie. C'est le fait d'ingurgiter une grande quantité d'aliments en très peu de temps, qui vont être suivis d'un sentiment de culpabilité intense, de honte, de souffrance, qui va engendrer derrière ce qu'on appelle des conduites compensatoires, donc des moyens pour compenser la prise alimentaire et ne pas prendre de poids suite à cette prise alimentaire. Et ça, ces conduites compensatoires, ça peut être plein de choses. Ça peut être les vomissements, on a souvent ça en tête, mais ça peut être aussi le fait de se restreindre sur la journée qui va suivre ou les repas qui vont suivre. Ça peut être le fait de faire de l'hyperactivité physique ou une activité physique, une activité sportive intensive, mais dans le but de compenser la crise. Et ça peut être aussi la prise de médicaments, par exemple, la prise de laxatifs, de choses comme ça. Donc ça, c'est la boulimie nerveuse, qui est un deuxième trouble des conduites alimentaires très fréquent. Et le troisième, c'est l'hyperphagie boulimique. Et là, ça va se rapprocher de la boulimie nerveuse. Il va y avoir une répétition de crises d'hyperphagie, comme on disait tout à l'heure, une ingurgitation importante d'alimentation en très peu de temps, avec une sensation vraiment de perdre le contrôle. C'est pas je mange un paquet de gâteaux devant la télé, c'est vraiment j'arrive pas à m'arrêter et je finis le placard à gâteaux. Et vraiment, je me sens hyper mal à la fin et ça s'arrête parce que je me sens hyper mal. Et dans l'hyperphagie boulimique, la différence, c'est qu'il ne va pas y avoir de conduite de compensation. Et donc, la personne, elle va prendre du poids. Elle va ressentir une souffrance importante après les crises, mais elle ne va pas compenser. Elle va continuer, en fait, elle va enchaîner avec d'autres crises ou des repas normaux, etc. Et du coup, la conséquence, c'est qu'elle prend du poids, elle va se retrouver en situation de surpoids ou d'obésité en lien avec ce trouble alimentaire-là. Et ça, pareil, ça a des conséquences sur le mental et sur le corps aussi, le fait d'être en situation d'obésité. Donc ça, c'est des maladies. Et après, dans les troubles des conduites alimentaires, il y a encore d'autres pathologies, d'autres maladies, en fait, qui remplissent pas forcément tous les critères des maladies dont je viens de parler là. Donc on peut avoir, à partir du moment où on a une souffrance significative au niveau du mental et du corps par rapport à l'alimentation, on peut dire qu'on souffre de troubles des conduites alimentaires ou de désordre alimentaire. Mais ça, c'est un médecin qui va plutôt affiner un peu le diagnostic. Le désordre alimentaire, on va plutôt mettre un peu les choses dans ça quand ça fait souffrir, quand la personne, ça envahit beaucoup sa vie et qu'on n'a pas de définition très précise de ce qui se passe et qu'on n'a pas de médecin qui a posé le diagnostic. On peut dire aussi c'est un désordre alimentaire. En tout cas, il y a un rapport perturbé à l'alimentation. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Et après, il y a autre chose que je voudrais rajouter parce que dans la pratique sportive et l'hyper-contrôle du coup, dont on parlait tout à l'heure sur l'alimentation, il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a une maladie, une autre, qui n'est pas considérée aujourd'hui comme un trouble alimentaire, mais ça va sûrement le devenir, qui s'appelle l'orthorexie, qui est un trouble qui se manifeste par les préoccupations excessives et un contrôle excessif de l'alimentation pour manger plus sainement, ou considéré comme plus sainement, avec de bons aliments que la personne classe
du coup comme étant bon pour sa santé, non transformé ou intéressant pour ses performances, etc. Et l'orthorexie, en fait, c'est des préoccupations qui sont tellement importantes que ça envahit complètement la vie de la personne et ça l'isole et ça peut le rendre triste. Il y a plein de manifestations à côté. Il ne va pas y avoir forcément de préoccupations en termes de poids. Donc la personne qui souffre d'orthorexie, elle ne va pas chercher à perdre du poids ou à contrôler son poids, mais c'est vraiment un hyper contrôle de l'alimentation pour manger mieux, manger plus sain, en tout cas de ce qu'elle pense être plus sain, au point que ça prend toute la place dans ma vie. Et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la pratique sportive parce que à un moment, quand on veut, pour ses performances, mettre en place un régime alimentaire particulier, ça peut, donc c'est pas par rapport au poids, mais ça peut prendre du coup une place excessive au point que ça me fait souffrir. Je sais pas, du coup, c'est plus clair. Si, c'est extrêmement clair. En tout cas, tu as donné toutes les catégories et c'était effectivement ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir finalement des troubles alimentaires sans avoir cette gestion du poids Ouais. ou le poids qui monte, qui descend, effectivement. Donc, tu as répondu précisément à la question. Ouais. Du coup, pourquoi les TCA aujourd'hui, ben, ils restent encore un peu invisibles aux yeux de la société, aux yeux des personnes? C'est une bonne question. Moi, enfin, c'est une hypothèse vraiment qui m'est propre. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui valorise beaucoup le contrôle alimentaire, qui valorise beaucoup le bien manger, la qualité nutritionnelle des aliments, le fait d'avoir une activité physique sportive importante. Alors, tout est une question de nuance, mais malheureusement, notre société, elle n'est pas très nuancée et elle valorise des choses un peu, des conduites un peu extrêmes. Et je pense que véhiculer cette idée-là et véhiculer à la fois que cet hyper-contrôle, que cette valorisation peut déclarer des troubles alimentaires, c'est un peu contradictoire. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est difficile de parler des troubles alimentaires parce qu'en fait, ça touche énormément de monde et que ça vient toucher un problème aussi de société qui, finalement, favorise, alors c'est pas à cause de la société qu'il y a des troubles alimentaires, mais qui amplifie, accélère le phénomène de développement des troubles alimentaires. Oui, puis finalement, dans la société encore aujourd'hui, c'est tabou de dire qu'on a un problème sur X ou Y sujet, quoi. Et dire qu'on va Et voir un après, ouais, psychologue ou un spécialiste sur une problématique, c'est vrai que c'est tabou. en santé mentale, c'est déjà très stigmatisé les maladies mentales. On se dit, je peux dire que j'ai fait une fracture, une grippe ou quoi, mais c'est vrai que de dire je fais une dépression, ça pour le coup, c'est pas encore dans le langage courant et quelque chose qui est facile à exprimer. Il y a beaucoup de stigmatisation sur la maladie mentale et j'ai aussi l'impression qu'au sein de la maladie mentale, et je suis pas la seule à le dire, mais les troubles alimentaires, c'est encore pire que de dire je souffre d'une dépression, je souffre d'anorexie mentale, je souffre de boulimie nerveuse, c'est quelque chose qui est encore plus honteux, qui est vécu comme quelque chose de très honteux pour les personnes et qui en plus n'est pas compris de l'autre côté, donc souvent est mal interprété et il y a de mauvaises réactions finalement quand on parle de ça. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses du coup à essayer de modifier dans la conscience globale vis-à-vis de ces troubles de la population. Ouais, c'est pas du tout compris parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, t'as juste à faire ça. C'est un peu comme, alors, il y a des dizaines d'années, on disait, ben, arrête de fumer, il suffit juste d'arrêter. Aujourd'hui, j'ai Mm. l'impression que les personnes ont compris que non, il fallait du temps pour arrêter de fumer, que c'était dans le temps, machin. Alors que là, sur l'alimentation, c'est genre, bah non, bah t'as juste à manger plus sain, bah mange plus sain, point. Et c'est là où le côté addiction est intéressant à faire, enfin, à mettre en lien. C'est que effectivement le tabac, on se dit c'est une addiction, et effectivement il y a des mécanismes qui font que c'est pas si simple d'arrêter par soi-même et qu'il peut y avoir des substituts, il faut qu'il y ait un accompagnement, etc. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des soins par rapport à ça. Mais en fait, les troubles des conduites alimentaires, c'est aussi en partie des addictions comportementales, avec une addiction à la perte de poids ou une addiction un petit peu aux crises, à la répétition des crises ou à la compensation ou au contrôle. Enfin, on peut retrouver en fait des phénomènes d'addiction qui montrent bien que la seule volonté ne peut pas permettre de maîtriser les troubles ou de se soigner en fait. Même si j'ai envie de m'en sortir, bah c'est pas parce que j'ai envie de m'en sortir que j'y vais y arriver, et encore moins tout seul. Donc et c'est le même principe aussi que quelqu'un qui est obèse et à qui on dit t'as juste à faire attention à ce que tu manges, arrête de manger autant et ça ira mieux. En fait, c'est une question de volonté. Il y a un moment donné, si t'as pas la volonté de manger moins, bah ouais, tu resteras obèse. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et il y a
tellement de choses à prendre en compte là-dedans et tellement de mécanismes et tellement, enfin, et en plus de ça, s'il y a un trouble des conduites alimentaires, c'est vraiment contre-productif de dire ça, mais c'est très loin de la volonté de la personne en fait. On est vraiment dans des maladies, on est dans des troubles qui nécessitent vraiment des soins très particuliers et un accompagnement très, très particulier aussi pour pouvoir en sortir. Tu parlais de l'obésité, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, chers auditeurs, si ça vous intéresse, ça s'appelle, alors de tête, je crois que c'est la fresque de l'obésité, non, ou la map de l'obésité, quelque chose comme ça, je sais plus précisément, sinon je les mettrai en lien dans les notes de l'épisode. En fait, ça montre vraiment tous les facteurs euh, qui fait que une personne, entre guillemets, prend du poids ou est obèse. Et en fait, il n'y a pas, comme tu as dit, juste l'alimentation. Non, il y a l'activité, il y a le mental, il y a le social, enfin, il y a tellement Il y a la de génétique, il y a le paramètres qui rentrent en métabolique, compte. il y a Ouais. plein de choses. Et elle est immense, la map, Mm. donc il n'y a pas qu'un seul paramètre à prendre en compte. Donc oui, c'est bien plus compliqué que ça. Et les troubles alimentaires, c'est pareil, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que le poids en fait. Il y a vraiment plein de composantes autour qui vont être à soigner. Et donc, on peut pas dire c'est juste une question de manger ou pas manger, ou de reprendre du poids ou pas de reprendre du poids, ça n'a rien à voir. Alors, à quel signe concret est-ce qu'on peut reconnaître qu'il est temps peut-être de consulter un professionnel? Est-ce qu'il y a des petits signes qui nous font dire ça? Bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que dès qu'on se sent en souffrance par rapport à son corps ou son poids, il faut consulter. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal, en tout cas, il faut être accompagné. Ça peut être un trouble des conduites alimentaires, ça peut être en amont d'un trouble des conduites alimentaires, mais dans tous les cas, ça va être un facteur de risque dans tous les cas, donc il faut pouvoir le prendre en charge. Si je souffre globalement, mentalement, de mon alimentation, de mon poids, de mon corps, même de mon activité sportive, il faut que je puisse consulter. Est-ce qu'il y a des facteurs, on va dire, de vulnérabilité, par exemple psychologiques, qui peuvent mener à un TCA? Ouais, en fait, les troubles alimentaires, le déclenchement des troubles alimentaires, c'est un peu particulier, mais comme beaucoup de maladies psychiatriques, on va avoir des facteurs de vulnérabilité sur lesquels vont venir se greffer des facteurs déclenchants et ensuite des facteurs qui vont entretenir et faire que la maladie se développe et dure dans le temps. Dans les facteurs de vulnérabilité, on parle un peu de terreau fertile au développement des troubles alimentaires. Il va y avoir plein de facteurs différents possibles, des facteurs psychologiques, des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques. Donc, il y a vraiment des facteurs sociétaux. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et d'un point de vue psychologique, en termes de vulnérabilité, c'est quand on a souffert de harcèlement corporel, de propos grossophobes, quand on a souffert, on a été victime d'agressions sexuelles particulièrement, mais d'agressions globalement, quand on a une mauvaise estime de soi, quand on est plutôt de personnalité anxieuse, de personnalité perfectionniste. On va avoir des traits comme ça qui vont être plus vulnérables au développement des troubles alimentaires. Mais vraiment, les choses les principales qui sont retrouvées en termes de vulnérabilité, ça va être le fait d'avoir vécu des agressions sexuelles principalement, et d'avoir vécu du harcèlement corporel ou des remarques autour de son corps, des remarques grossophobes. Ça va être un gros facteur de vulnérabilité. Et pour toi, dans tes consultations, est-ce que tu vois beaucoup de sportifs ou non, c'est vraiment, il y a vraiment une grande variété de personnes? Alors, ça touche tout le monde, il y a une grande variété de personnes, mais il y a aussi une bonne proportion de sportifs, des sportifs de haut niveau ou qui étaient sportifs de haut niveau et qui ont déclenché des troubles alimentaires. Ça, malheureusement, ça arrive beaucoup parce que dans certains sports, certains sports sont des facteurs de risque, finalement, des sports à risque de développer des désordres alimentaires aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins. On dit qu'un athlète sur 5 risque de développer des désordres alimentaires. Donc, c'est quand même très important. Quels sont les sports qui sont les plus à risque? Parce que c'est souvent la question qu'on me pose aussi. En fait, le risque, il vient de certains sports qui vont mettre en avant l'apparence physique ou le poids. Donc, les sports à catégorie de poids, ça va être des sports plus à risque. Les sports dits esthétiques, donc tout ce qui est gymnastique rythmique, danse,
natation synchronisée, patinage artistique, etc. C'est des sports dans lesquels on met en avant aussi l'apparence corporelle, les sports à catégorie de poids, j'ai dit, et les sports dans lesquels le poids, quand il est plus faible, est aussi source de performance. Ça va être par exemple dans le cyclisme, dans la course cycliste, le fait d'être plus léger, en tout cas de ne pas être trop lourd, peut améliorer les performances. L'escalade, c'est pareil aussi. Il peut y avoir des injonctions comme ça à perdre du poids ou à être plus léger pour justement performer d'autant plus. Et les catégories de poids, on se dit bien aussi, c'est un sport dans lequel on va être dans le contrôle aussi pour rentrer dans une catégorie ou rester dans une catégorie ou passer dans une catégorie inférieure. Moi, j'ai eu beaucoup de boxeurs à un moment donné, boxeuses, donc il y a des hommes et des femmes, hein, ça touche tout le monde, mais qui ont développé des troubles alimentaires en essayant vraiment de répondre à l'injonction de il faut perdre pas grand chose pour passer dans la catégorie en dessous, pour pouvoir être le meilleur de la catégorie en dessous, en gros, en tout cas avoir plus de chances, et qui se sont mis en restriction et qui bien sûr avaient aussi d'autres facteurs de vulnérabilité, mais ont développé des troubles alimentaires dans ce contexte-là, à force de répéter cet hyper-contrôle du poids et du coût de l'alimentation. Et je me déconnecte finalement de mes vrais besoins et de mes sensations pour au final répondre à une injonction de poids, de forme physique, etc., qui va à l'encontre de ma physiologie en fait. Il y a une autre thématique qui, je trouve, prend de plus en plus d'ampleur. C'est les personnes qu'on appelle un peu les biohackers qui cherchent absolument la santé, absolument. Là aussi, est-ce qu'on va aussi vers une forme de trouble du comportement alimentaire? Ouais, bah ça se rapproche complètement de l'orthorexie dont on parlait tout à l'heure. Le fait de rechercher en permanence une alimentation bio, saine, non transformée, qui serait la meilleure pour la santé, etc. Et qui envahit finalement mes préoccupations au point que je passe 3 heures à faire des courses pour vraiment chercher le produit qui sera super bien pour ma santé, etc. Ou je cherche sur Internet, etc. Je prends du temps, je vais plus au restaurant parce que c'est pas conforme à ce que je suis censée manger, etc. Ça prend tellement de place qu'on peut parler d'orthorexie en fait dans ces moments-là. Donc c'est un hyper contrôle de l'alimentation pour du manger sain, sans forcément de préoccupation pondérale. Je cherche pas forcément à modifier mon poids, mais ça m'envahit tellement que ça en devient un trouble en fait. Et même pour ce qui est des compléments alimentaires, du coup, on reste dans la même, dans la même veine. En fait, c'est vraiment la question du curseur et de l'intensité, encore une fois, du contrôle. À partir du moment où la quête des compléments alimentaires, de tel complément, de tel machin qui va remplacer mon alimentation et que j'intellectualise et j'hyper-contrôle mon alimentation, si ça prend énormément de place, on peut parler de désordre alimentaire, en fait. À partir du moment où ça va impacter ma vie personnelle, professionnelle, mon mental, que ça va prendre énormément de place, que j'arrive pas finalement à faire différemment aussi, ça c'est important. Hein. Si je contrôle pas, en fait, je peux pas manger parce que c'est trop angoissant pour moi. J'ai besoin de mes rituels, mon rythme, mes habitudes, etc. Bah, si en fait j'arrive plus à vivre spontanément, sereinement, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est vraiment une question aussi d'intensité et de où est-ce que je mets le curseur. Est-ce que ça m'empêche de vivre et de faire des repas avec les copains au restaurant, ou est-ce que en fait non, ça m'empêche pas du tout de vivre, et c'est dans les périodes où je fais un peu plus de sport, bah, je prends plus de compléments et j'y réfléchis, mais si on n'a pas, il y en a pas. Enfin voilà, c'est vraiment l'intensité du symptôme dans ma vie. Ouais, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué, bah, surtout par rapport aux compléments alimentaires, parce que bah, il y a beaucoup d'informations qui, je vais dire entre guillemets, qui est cachée un peu aux consommateurs. Donc c'est vrai que ça devient compliqué dès que bah, il y a un sportif. Alors ok, il mange sainement, ça lui pose pas trop de problèmes. Il veut maintenant passer à l'étape d'après et prendre des compléments alimentaires, par exemple des protéines, un peu de magnésium ou ce genre de choses. Il sait pas trop et tout ça. Bah, c'est compliqué quand on n'arrive pas à décrypter une étiquette. Alors après, effectivement. Nous, c'est un peu ce qu'on a fait avec l'application ScanNuts qui permet de scanner le complément alimentaire et de le comparer avec toute la base de données qu'on a effectuée sur tous les critères du produit, la santé, l'environnement, la nutrition et l'éthique. Et ça permet effectivement de donner les clés de consommation, les clés aux consommateurs pour savoir un peu quoi choisir, quoi. Parce qu'il y en a vraiment, c'est de la mauvaise qualité, et il y en a, ils sont de la bonne qualité. Et ça t'évite de passer effectivement plusieurs heures
à chercher ce produit, le produit idéal, etc. Non, en un coup d'œil, on peut voir les différents critères, ce qui est le plus important, est-ce que c'est néfaste pour la santé ou pas. Je Ça, trouve ça que peut être, ça peut être bien. Après, le fait d'aller rechercher les compositions des aliments et tout ça, encore une fois, c'est une question de nuance. En fait, ça peut être très intéressant et très positif dans la prise alimentaire et dans la pratique sportive. Et à partir du moment où ça devient trop envahissant, encore une fois, ben, ce type d'application où je vais aller décortiquer tout ce que je mange, etc., ben, ça peut devenir très obsessionnel, très envahissant, au point que en fait, j'en souffre au final. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une question de nuance. Ça peut être des outils qui sont hyper intéressants pour certaines personnes. Et il y a d'autres personnes qui vont être plus vulnérables et qui vont malheureusement mal s'en servir ou sans s'en rendre compte, vont développer des troubles en lien avec cet hyper contrôle et cette hyper recherche des compositions alimentaires et des compléments alimentaires, etc. Et qui vont se perdre en fait là-dedans. c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Tu as dit. Ah, j'ai perdu le mot. J'ai gardé le mot, je l'ai perdu. Euh, je vais donner un exemple. Une personne qui fait extrêmement attention à ce qu'il mange, ça l'empêche de voir, on va dire, de sortir au restaurant, de voir ses amis et tout ça. Mais pour cette personne-là, eh ben, ça lui crée pas du tout de problème, tu vois. Ça la gêne pas de moins voir ses amis, de moins voir de personnes et tout ça. Est-ce que du coup, elle a un TCA? Parce que du coup, elle, ça lui crée pas de stress ni rien. Elle dit juste non, elle veut pas. Ou est-ce que oui, elle a un TCA? Bah alors, ça peut être l'un ou l'autre. Encore une fois, c'est des choses qui sont assez complexes. Mais quand on souffre de troubles alimentaires, il est possible au début qu'on ne se rende pas compte qu'on souffre de troubles alimentaires et qu'on ait l'impression que c'est très positif. En fait, souvent, le trouble alimentaire au début, c'est vécu un peu comme une solution, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose que j'ai envie de continuer parce que ça me valorise, par exemple. Je suis valorisée aussi par la société parce que bah, je contrôle mon alimentation, parce que du coup, je mange pas n'importe quoi, parce que je fais du sport, j'ai perdu du poids, etc. Donc, ça peut être très valorisé et moi-même, je peux me sentir beaucoup mieux parce que j'ai l'impression de contrôler quelque chose, que c'est positif pour ma vie et qu'il y a un impact positif pour ma vie. Et il est possible qu'au début, et c'est souvent ce qui se passe, je ne me rende pas compte de l'impact que ça a globalement sur ma vie. Je ressens sur ça en ayant l'impression que c'est une solution et que c'est positif. Et donc, c'est pour ça que je continue aussi à le faire. Mais en fait, au fur et à mesure, il va y avoir des conséquences sur ma vie que je vais commencer à observer. Et souvent, bah, il y en a déjà beaucoup à partir du moment où je vois que j'en souffre. Donc, d'un côté, je dirais attention, même si je souffre pas, bah, peut-être que je suis en train de rentrer dans quelque chose qui va me faire souffrir et qui nécessitera des soins. Ou peut-être que bah, juste je suis dans une période de ma vie où j'ai pas très envie de sortir et ça me fait du bien de me concentrer sur autre chose. Et dans ces cas-là, il faut pas non plus tout psychiatriser, j'ai envie de dire. Il faut faire attention aussi à pas dire tout est maladie, quoi. Tout est un problème, tout est souffrance. Non, c'est vraiment l'idée plus générale de se dire quel impact ça a. Effectivement, si je commence déjà à ressentir de la souffrance, c'est que là, il y a un truc, il faut que ça m'interpelle. Euh, mais attention, des fois, je ressens pas et en fait, je suis en train de m'embarquer dans quelque chose qui va me faire souffrir. Mais bon, ça, c'est difficile aussi de se rendre compte par soi-même. Et ça va peut-être plus être l'entourage qui peut interpeller dans ces moments-là, la compagne, le conjoint, les parents qui vont dire, écoute, là, c'est bizarre, avant, t'adorais sortir, là, tu sors plus, tu dis que ça va, mais j'ai l'impression que t'as vraiment changé, t'es pas comme d'habitude, on a l'impression qu'il y a des choses qui te font pas forcément du bien. Enfin, voilà, ça va être plus l'entourage qui va amener à la réflexion que la personne elle-même dans ces cas-là. C'est vrai que c'est difficile au final d'allier les objectifs, on va dire, sportifs, surtout Oui. bah, pour les athlètes, tout ça, mais même maintenant pour les personnes. Moi, je vois qu'ils font par exemple des IROX où ils veulent atteindre la performance et allier forcément bah, une vie, on va dire, comme tout le monde, entre guillemets, où on sort, on mange un peu des fois n'importe quoi, etc., bah, qui ne sont pas en lien forcément avec l'objectif. Et oui, il va y avoir forcément un impact sur peut-être le prochain entraînement, etc. Et du coup, c'est vrai que mentalement, c'est difficile d'allier tout ça. Et en fait, il y a des personnes qui vont très bien pouvoir faire ça sans que ça décompense derrière sur un trouble alimentaire et qui vont faire ça un temps et puis après ils vont arrêter, ils vont reprendre autre chose. Voilà, et il n'y aura pas de souci et ça leur fait énormément de bien et c'est très positif. Et il y a des personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité qui malheureusement, en mettant en place cette pratique, vont derrière décompenser sur un trouble alimentaire qui là, pour le coup, devient très grave.
C'est ça qui est Alors, compliqué, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à ça, en fait. Et donc, c'est en ça qu'il faut être vigilant, malgré tout. fallait que on arrive sur ce point, forcément, parler un peu des réseaux sociaux. Mm. Pour toi, est-ce que le rôle des réseaux sociaux et cette exposition, on va dire, ben, constante au corps, à l'alimentation, etc., a un impact sur les personnes ou finalement, elle n'est pas si importante? Alors ça, c'est quelque chose qui est retrouvé dans les études et qui est très intéressante, c'est que plus on va être exposé à ces images de corps idéalisés, de corps de sportifs et d'alimentation saine, etc., plus on va majorer son insatisfaction corporelle. Donc en fait, on va remettre plus en question son corps et son alimentation du fait des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que derrière, je vais en souffrir et développer des troubles alimentaires, mais l'insatisfaction corporelle et le fait de me remettre en question, si je suis insatisfait, ça va être un facteur de risque de développer des troubles alimentaires. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas responsables de la souffrance, des troubles alimentaires, etc. Mais l'exposition à des images idéalisées sur les réseaux sociaux, des images de corps sportifs, de corps d'idéal de minceur aussi, hein, ou de musculature en particulier, va être pourvoyeur d'insatisfaction corporelle et du coup derrière de risque de développer des troubles. T'as raison, tu as dit l'idéologie de la minceur, parce que là on parle des réseaux sociaux, mais finalement ça fait des dizaines et des dizaines d'années Mm. que on a cette image de la minceur, que ce soit à la télévision, dans les magazines, les Ouais. pubs aux arrêts de bus ou tout ça. En fait, c'est vrai que c'est toujours des personnes musclées, fines, ventre plat, etc., quoi. Ah ouais, cette idéalisation de la minceur dans notre société, elle est là depuis toujours. Elle se véhicule sous différentes formes. Il y a des tendances aussi corporelles qui vont changer au fil des années, mais il y a toujours un idéal, en tout cas, qui est véhiculé par la société. Et on va dire que les réseaux sociaux, ils sont un peu un accélérateur du fait d'être exposé à ces images parce que en plus de ça avec les algorithmes et tout, enfin tout ce qui se passe derrière, on va être on va avoir de plus en plus de contenu finalement qui va répondre à ce qu'on a regardé et qui nous a peut-être interpellé ou remis en question. Et c'est là où on se retrouve dans des boucles un peu infernales de surexposition à des images qui vont vraiment plus me remettre en question. Nous, il y a, je sais pas, il y a 20 ans, on pouvait choisir d'allumer ou pas la télé, de regarder ou pas tel ou tel film. On était peut-être moins exposé finalement à ces images qui aujourd'hui s'imposent presque à nous parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas beaucoup, et très jeunes. Et donc c'est là aussi où ça va devenir un problème, c'est que très jeune on se construit et on est du coup submergé par ce type d'image qui me remet en question alors que mon corps est en train de changer, alors que mon corps est en train de se développer, que j'ai un chamboulement hormonal, que je construis ma personnalité et que je suis en quête aussi de modèles quelque part. Donc voilà, c'est l'idéal de minceur véhiculé par la société ou l'idéal corporel juste globalement, c'est un facteur vraiment de risque d'insatisfaction corporelle et de troubles alimentaires. Ça a toujours existé, mais les réseaux sociaux, c'est pour moi vraiment un accélérateur de ce phénomène-là. Pourquoi la restriction alimentaire, elle est encore valorisée aujourd'hui dès que, ben, je sais pas, on va dire on est en surpoids, etc. Bam, restriction alimentaire. Ben, pareil, je pense que c'est quelque chose qui est enfin, très lié à notre société, à cet idéal corporel en fait. Hein. La minceur est idéalisée et valorisée, donc le contrôle alimentaire pour perdre du poids est valorisé aussi comme étant une solution qui permet d'accéder au corps, qui me permettrait d'être heureux, qui me permettrait d'accéder au bonheur, comme si la minceur et la perte de poids permettraient de me sentir mieux. En fait, on En associe fait, encore ça aujourd'hui dans nos sociétés. en fait, je me demande s'il y a des études qui sont sorties par rapport au fait de, ben, par exemple, si je veux, ok, ce corps idéal, ce corps super mince, etc., eh ben, ça ne passe que par la restriction alimentaire, par exemple, alors que aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le seul facteur, l'alimentation. Il y a l'activité physique, il y a le stress, tu vois, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais non, c'est vrai que dans la majorité des cas, quand on pose la question à personne, non, c'est la restriction alimentaire, mange moins et c'est tout.
Ouais, bah, il y a eu tellement de régimes, tendances et d'incitation finalement à faire différentes méthodes pour se restreindre et perdre du poids qu'on a ça directement en tête. Alors, ce qui est mis en avant dans une des études qui a été faite par l'ANSES en 2011, ça remonte, mais ça montrait, enfin, il y avait déjà une implication du coup de la santé publique par rapport à ça. Ils sont allés regarder tous les régimes tendances restrictifs pour perdre du poids et ils ont évalué un petit peu à court terme, à moyen terme, à long terme, ce qui se passait et les risques que ça pouvait avoir ou les bénéfices que ça pouvait avoir. Et ce qui est mis en avant, c'est que tous les régimes restrictifs sont néfastes pour la santé, en fait. Donc, on a cette idée globale qu'en perdant du poids, je vais me sentir mieux, mais ce qui est retrouvé dans les études, c'est que la restriction alimentaire pour perdre du poids n'est pas bénéfique finalement pour la santé mentale et physique de la personne. Donc à court terme, on va avoir des pertes de poids avec un sentiment de valorisation, de meilleure estime de soi, de contrôle et du coup de mieux-être et peut-être d'impact sur la santé sur le moment où je perds du poids, mais c'est à très court terme. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce que tu disais au tout début du podcast, c'est que la majorité des personnes qui vont faire des régimes restrictifs vont finalement reprendre le poids qu'ils ont perdu initialement au bout d'un an à peu près, et voire en prendre davantage, parce que ça vient impliquer plein d'autres choses que juste la restriction alimentaire vient derrière impliquer des changements au niveau du métabolisme, mais aussi des changements au niveau de notre rapport à l'alimentation, avec des frustrations qui sont imposées, des restrictions qui sont imposées, qui vont faire que derrière, en fait, mon corps, une fois que je vais sortir ou que je vais lâcher ces restrictions, il ne va pas réussir à continuer ça, il ne va pas réussir à se réguler par rapport à ça, et il va y avoir une période comme ça de dysrégulation au niveau de l'alimentation. Donc, la restriction alimentaire, elle peut paraître comme une solution à un moment donné pour avoir un corps idéal, enfin idéalisé par notre société, parce que c'est pas un corps idéal, attention, idéalisé par la société, c'est pas la même chose. Mais au final, on sait que c'est néfaste. Alors sur le plan du poids, sur le plan de la santé physique aussi, parce que du coup on perd du poids rapidement, puis on en reprend, forcément le corps il aime pas trop ça. Donc on peut avoir des complications, des carences, des complications au niveau des organes, etc., à faire cette variation de poids importante, mais aussi sur le mental, puisque on sait, enfin, on le voit aujourd'hui en pratique, les régimes restrictifs, c'est le principal facteur déclenchant des troubles alimentaires. Donc, sur des personnes qui ont un terrain vulnérable, le fait de mettre en place un régime en se disant c'est ça qui va être la solution, c'est ça aussi qui va potentiellement déclencher le trouble alimentaire. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème, parce que les régimes aujourd'hui, ils sont encore mis en avant comme étant quelque chose de solution miracle, tendance, machin, qu'il faudrait suivre pour être en meilleure santé, pour plein de choses. Et au final, ces mêmes régimes sont des facteurs déclenchants de troubles alimentaires qui, derrière, quand on souffre de troubles alimentaires, me rendent malheureux, me font souffrir énormément, font souffrir mon corps. Enfin, c'est vraiment des conséquences gravissimes. Les troubles alimentaires sont des maladies graves et mortelles. Donc, c'est vraiment, là, on parle d'un régime à un moment donné pour me sentir mieux dans ma peau, qui, au final, va m'amener à une maladie qui peut me faire mourir. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère, mais malheureusement, je pense que notre société et l'argent qu'il y a derrière aussi toutes ces méthodes, est plus fort que la santé mentale. Tu as parlé de frustration dans le monde sportif, dans certaines catégories. On voit pas mal de personnes qui font ce qu'on appelle des cheat meals. Donc, en gros, toute la semaine, on va dire, ils sont un peu en restriction calorique et le week-end, ils se lâchent totalement. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. J'en ai entendu parler aussi récemment sur une émission très écoutée à la télé, où il y avait quelqu'un qui expliquait effectivement que les sportifs, et c'était une bonne façon de faire, faisaient très attention à leur alimentation la semaine, et puis du coup s'accordaient un plaisir, une alimentation différente à un repas ou une journée du week-end, donc le cheat meal. Clairement, la conduite du cheat meal, ça se rapproche énormément de la crise d'hyperphagie qu'on retrouve dans les troubles alimentaires. Et le fait d'avoir cette pratique du cheat meal peut derrière déclencher une boulimie nerveuse ou une hyperphagie boulimique, mais plus une boulimie nerveuse. Je m'explique.
En fait, ce qui se passe, c'est que je vais être dans l'hyper-contrôle de mon alimentation avec une restriction, une intellectualisation, une non-réponse à mes besoins et à mes sensations corporelles pendant toute la semaine où je cherche à faire des performances sportives voilà, pour ma pratique. Et arrivé le week-end, donc effectivement, j'ai accumulé une certaine frustration quand même vis-à-vis de mon alimentation parce que peut-être que j'ai pas mangé ce que j'avais envie de manger pour mes performances, etc. J'ai accumulé des restrictions, des frustrations, des restrictions énergétiques au niveau corporel et des frustrations mentales aussi. Et je me dis, bon, ok, là, j'ai le droit, on est samedi, samedi soir, j'ai le droit de me faire mon repas plaisir du samedi. Et alors là, bah, en fait, c'est un, voilà. Je suis désolée, il y a du bruit à côté de moi, je ne sais pas si tu l'entends. Non, ça va, pas de souci. Non, ça va, pardon. Et du coup, on se dit, donc c'est le repas plaisir, je peux y aller. Et en fait, bah, le corps, il n'est pas capable de se réguler. C'est un instinct de survie, en fait. J'ai été privée pendant une semaine. Je vais pas réussir à manger juste mon petit burger machin qui me fait plaisir. Je vais aller au-delà et je vais souvent aller au-delà de mes sensations. Et en fait, c'est un cercle vicieux derrière. Je peux me mettre à avoir ces moments-là qui vont être de plus en plus intenses, vécus de plus en plus intensément avec des sensations de perdre le contrôle sur ce que je suis en train de manger parce que j'arrive pas à m'arrêter en fait, parce que ça m'a tellement manqué, j'ai tellement été frustrée que je sais que c'est un moment à part et je sais en plus que derrière, je vais devoir à nouveau me restreindre, donc j'arrive pas à le contrôler et derrière, je vais me remettre en restriction. Et ça, c'est clairement les symptômes de la boulimie nerveuse. D'un côté, j'ai des pertes de contrôle alimentaire et de l'autre, je me mets en restriction pour compenser cette prise alimentaire qui était problématique. Donc, à mon sens, vraiment, ces comportements-là, c'est des gros facteurs de risque de développer des troubles alimentaires. Et plutôt que, alors j'entends hein, la nécessité de contrôler son alimentation par rapport à des performances sportives dans certaines pratiques, etc. Mais du coup, si on n'intègre pas les sensations alimentaires, la réponse aux sensations alimentaires et le plaisir alimentaire sans frustration, sans interdit véritablement tout au long de ses prises alimentaires et tout au long de sa semaine, bah en fait le risque c'est que j'arrive plus à gérer finalement mon alimentation et je me déconnecte complètement de ce qui est bon pour moi en fait. Et je peux développer des troubles alimentaires. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, alors là, je pense, j'ai pas fait d'études là-dessus ni rien, que finalement, ça a moins d'impact d'ajouter un petit aliment plaisir. Alors, je vais dire par exemple, des fois, ça peut être un bout de fromage, ce genre de choses dans les repas dans la semaine, plutôt que de faire un gros cheat meal un seul jour, ne serait-ce que pour les performances sportives qui, au final, des petites choses bah, n'ont pas un fort impact. Alors, faire un gros cheat meal bah, le lendemain pour aller au sport ou l'après-midi, c'est mort, c'est même pas la peine. On est trop en digestion, c'est pas possible. Et au final, j'ai l'impression également, lors de ces cheat meals, on a plus tendance à consommer des aliments peut-être ultra transformés, voire vraiment pas bons, alors que finalement, si on fait des petites prises au jour le jour, on aura peut-être plus tendance à consommer des vrais ingrédients bruts ou un peu transformés et moins de choses peut-être ultra transformées parce qu'on aura moins comme tu as dit, cette envie d'un coup parce qu'on a été trop en restriction. Ça va surtout être plus nuancé en fait. Ce qui est important, c'est de pas, enfin, j'entends qu'il y a la pratique sportive et comment je mange pour ma pratique sportive, mais en même temps, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments globalement pour le corps. Et c'est important de ne pas diaboliser l'alimentation. Et effectivement, si j'ai envie de manger un truc transformé, bah ouais, je peux manger un truc transformé, mais en fait, j'arriverai à le nuancer parce que c'est pas interdit dans mon alimentation. Donc, j'aurais peut-être pas envie de manger au McDo tous les jours. Forcément, si je me l'autorise à un moment donné, bah, j'aurais peut-être envie d'en manger une fois si j'aime bien ça. Et encore, c'est pas obligatoire. Mais peut-être que le lendemain, j'aurais envie de manger un plat très simple de féculents d'un côté, protéines de l'autre, légumes tout séparés dans mon assiette et ce sera très bien comme ça. En fait, le fait de ne pas s'interdire et d'écouter ses envies et de ne pas diaboliser l'alimentation, c'est ça qui me permet de moi-même réguler les choses et d'avoir une alimentation plus nuancée. Et c'est vrai que si je m'interdis toute la semaine de
si je considère déjà que le plaisir ne fait pas partie d'une alimentation normale, déjà ça c'est problématique, parce que le plaisir, c'est normal d'en avoir en mangeant et c'est normal de le rechercher, donc il faut répondre à son plaisir. En plus de la qualité nutritionnelle, le plaisir il est très important. Mais si je considère ça et que je mets ça de côté et que je m'autorise qu'à un moment de la semaine, bah, effectivement, j'arrive pas du tout à mettre de la nuance. Et du coup, comme tu dis, je vais aller vers l'excès finalement de produits peut-être très transformés ou très gras, très sucrés, parce que j'ai une forte envie en fait de choses. J'ai eu des envies comme ça dans la semaine et tout s'est concentré finalement sur un seul moment. Donc ça va déborder en fait par rapport à ça sur une alimentation qui va être du coup surtout excessive. Est-ce que c'est pas dangereux aujourd'hui de s'écouter dans une industrie qui fait tout pour qu'on consomme de plus en plus et qui transforme les aliments pour qu'ils soient encore plus palatables, super bons, etc. C'est toute la nuance à réussir à mettre en place et l'équilibre à trouver en fait. C'est s'écouter, je pense que c'est la base. Avoir des connaissances nutritionnelles sur ce qui est bon pour ma santé et moins bon pour ma santé, c'est aussi important. Et de pouvoir l'utiliser et mettre de la nuance et trouver un équilibre avec ça, en fait. Et ça, c'est vraiment pas simple à mettre en place. Mais je pense que c'est plus vers ça qu'il faut tendre pour trouver un bien-être vis-à-vis de l'alimentation, un meilleur rapport à l'alimentation, que d'essayer de maîtriser pour manger plus sain d'un point de vue nutritionnel ou juste être dans l'alimentation complètement enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est compliqué pour le coup, parce que c'est ce que je pense beaucoup à ça et je fais beaucoup de contenu sur ça en ce moment, sur la question de la qualité nutritionnelle et ce qui est bon pour notre santé et on parle d'alimentation optimisée versus l'hyper-contrôle alimentaire qui va nous faire vriller vers des troubles et une souffrance et qui va pas non plus être bonne pour notre santé. Et en fait, on a deux extrêmes et il faut réussir à trouver le bon équilibre au milieu de tout ça. En se disant, bah oui, il n'y a pas d'interdit, oui, j'ai le droit d'aller manger un produit, je peux manger un produit hyper industriel, hyper transformé. Je sais que c'est pas extraordinaire pour ma santé, mais voilà, si ça me fait plaisir, c'est cool. Après, bah, je vais peut-être pas le répéter dès le lendemain, en fait. Et c'est réussir à réguler suffisamment pour pas me sentir ni frustrée, ni me mettre en difficulté par rapport à une alimentation qui serait pas forcément très bonne pour ma santé. Voilà, donc c'est reprendre des nouvelles habitudes et trouver un équilibre à travers tout ça, ce qui n'est clairement pas simple, surtout avec les messages qu'on peut entendre autour de nous, qui sont malheureusement pas forcément dans ce sens-là. Donc voilà, mais voilà, pour moi, c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Est-ce que si on pense, je vais dire, tout le temps à l'alimentation, à la nourriture, c'est déjà une forme de TCA. Je donne un exemple. Euh, je mange mon repas. J'ai fini mon repas, j'ai bien mangé, je me suis fait plaisir dans le repas. Il y avait un peu de tout, il y avait du bon, du sain, du plaisir, etc. Et je sais pas, 20 minutes après, je suis déjà en train de penser au repas d'après. J'ai déjà envie de manger. Et pourtant, je sais que j'ai pas faim, hein. Si je m'écoute, je me dis non, j'ai bien mangé, j'ai vraiment pas faim, j'ai le ventre rempli. Mais je continue déjà à penser soit au goûter d'après ou au repas d'après. Le fait d'avoir des préoccupations comme ça qui anticipent les aliments, ce que je vais manger dans la semaine, ce que je vais manger dans la journée, alors que je viens de manger, ça peut être déjà un signe qui alerte. C'est pas, enfin voilà, il y a d'autres choses dans la vie que l'alimentation, même si ça en fait partie et que c'est très très important et que c'est vital. On n'est pas censé penser en permanence à l'alimentation. Donc quand on y pense comme ça tout le temps et même après le repas, de savoir qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce qui pourrait enfin voilà, d'anticiper un petit peu les choses, c'est que peut-être il y a un rapport déjà un petit peu perturbé à ça. Comment on fait pour s'en sortir? Alors, on va pas dire qu'une fois qu'on est dans un TCA, parce que là, on est d'accord qu'il faut aller consulter, il y a vraiment pas la question à se poser, mais on va dire que ben, on s'est rendu compte, là, les personnes qui nous écoutent, ah, bah, peut-être que j'ai un petit trouble, ou peut-être que finalement, est-ce que
ils peuvent déjà mettre des choses en place aujourd'hui ou non, il faut quand même mieux aller consulter tout de suite. Je vais pas dire tout de suite, ne paniquez pas, mais voilà. Est-ce que il y a quelques petites choses à savoir peut-être ou à faire? Bah, je pense que déjà prendre conscience qu'il y a peut-être des petites choses qui vont pas dans ma façon de m'alimenter ou de mon rapport à l'alimentation, la prise de conscience là peut-être sur l'écoute de notre conversation, c'est déjà une très bonne chose et c'est un premier point et peut-être essayer de réfléchir du coup à ce comportement-là et voir les choses qui me posent problème, qui me posent pas problème, pour un peu faire le bilan de son côté et ensuite on peut déjà en fait assez rapidement, parce que c'est déjà quelque part un peu une souffrance, déjà assez rapidement consulter en fait, sans urgence, mais pouvoir consulter peut-être un diététicien spécialisé, par exemple, qui sera plus formé au rapport à l'alimentation et pas juste à je vois ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, parce que ça peut être plus contre-productif qu'autre chose. Donc un diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires, ça va permettre de retrouver un juste rapport, un juste équilibre vis-à-vis de l'alimentation en fait, et de réintroduire aussi bien le plaisir que la réponse aux sensations alimentaires. Donc moi je dirais que si il n'y a pas de troubles des conduites alimentaires qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire avec médecin généraliste, psychiatre, diététicien spécialisé. Si on sent qu'il y a des choses dans son alimentation qui sont perturbées dans son rapport à l'alimentation, peut-être voir un diététicien spécialisé, ça peut être déjà une première étape, juste pour faire un point, un bilan et voir sur quelles petites choses je peux éventuellement ajuster mon comportement alimentaire pour me sentir mieux. Parce qu'il n'y aura pas une réponse unique pour tous. C'est vraiment très personnalisé dans ces cas-là. Donc c'est vraiment, il faut qu'on puisse voir le rapport que la personne a à son alimentation, ce qu'elle mange, et en fonction de ça, voir sur quoi est-ce qu'on peut éventuellement travailler pour améliorer les choses. Comment est-ce qu'on fait pour repérer les discours manipulateurs autour du poids et de l'alimentation? C'est pas simple. je, je dirais qu'il faut faire attention à tout ce qui est discours extrême, discours de solution miracle. Ça, pour le coup, il n'y a pas de solution miracle ou de perte de poids rapide. Pareil, de solution de perte de poids rapide, ça c'est pour moi des discours qui sont très manipulateurs et quand il y a, qui sont à risque d'être manipulateurs et quand il y a derrière une implication financière. Quand il y a des ventes de produits, de compléments, voilà, mais dans le but de perdre de poids et d'améliorer ta santé, à partir du moment où tu dois payer un programme, un challenge, un machin, un truc, je me dis là, méfiance, déjà. Méfiance. C'est pas forcément négatif, mais méfiance, parce que malheureusement, on gagne beaucoup d'argent sur le malheur des gens et sur leurs difficultés et en les poussant à se remettre en question par rapport à leur physique et en leur faisant croire que en perdant du poids ils vont se sentir mieux et en leur vendant des choses pour se sentir mieux qui au final ne font qu'entretenir un sentiment d'échec parce qu'on sait que ça fonctionne pas en fait, ça fonctionne pas au long cours et du coup les gens derrière après avoir fait ça se disent juste moi j'ai pas réussi, ça n'a pas marché, c'est parce que moi j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'avais pas la volonté, c'est de ma faute donc je me sens nulle et en fait ça vient juste entretenir un mal-être en fait et du coup je recommence parce que je pense que c'est moi qui ai mal fait et donc je rachète un programme ou je rachète un truc, des compléments pour essayer de le mettre en place et je rentre dans un cercle vicieux qui me fait dépenser beaucoup d'argent pour ne pas améliorer ma santé physique ni mentale. Est-ce que tu mettrais là-dedans aussi tout ce qui est discours sur la discipline? Parce que dans le milieu sportif, on sait CrossFit, Aerox, musculation, on a quand même cette discipline de il faut, quoi. Je dirais que des discours très rigides et très extrêmes, oui. C'est à risque, donc ouais, c'est quand c'est trop extrême, quand il n'y a pas de nuance en fait, pas de remise en question du comportement ou des conseils qui sont donnés, je pense que là c'est à risque pour notre santé. Dans ton livre, La grande manipulation, tu dénonces un peu les régimes minceurs. C'est quoi qui les rend vraiment si dangereux? C'est plein de choses.
tous les régimes restrictifs, souvent ça amène à des pertes de poids rapides. Il va y avoir des conséquences déjà sur l'ensemble du corps, à cette perte de poids qui est trop rapide et que le corps a du mal à supporter. Donc des conséquences médicales, hein. Il peut y avoir des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau du foie, au niveau des reins, avec des fontes musculaires, des troubles, des carences, des troubles au niveau ionique, avec d'autres conséquences derrière. Donc on peut avoir le sodium, le potassium qui va se déréguler parce que mon comportement alimentaire il va être ultra restrictif et ultra contrôlé. Ça répond pas du tout à mes besoins. Donc il y a ce côté déjà purement médical de mise en danger de ma santé physique, et derrière il y a toutes les répercussions sur ma santé mentale. Donc le fait d'être dans cet hyper contrôle et la perte de poids rapide, au début il peut y avoir un sentiment d'euphorie et de bien-être, hein, quand on perd du poids, avec une façon de se sentir très valorisé par cette perte. Mais très rapidement, il va y avoir une irritabilité, des difficultés de gestion des émotions, des troubles du sommeil, des symptômes dépressifs, une tristesse aussi parce que je manque d'énergie, que je ne réponds pas aux besoins de mon corps, donc je peux me sentir plus triste. Et au final, derrière, le risque de développer des désordres alimentaires avec des obsessions autour de l'alimentation, le fait que ça m'isole complètement du reste du monde, entre guillemets, toutes les conséquences que ça peut avoir aussi sur la mise en place de compulsions, de stratégies compensatoires pour essayer de maîtriser des moments où je n'arriverai pas à tenir le régime. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de symptômes possibles qui vont être néfastes pour notre santé. Dans tous les cas, pour moi, les régimes restrictifs, c'est pas que pour moi d'ailleurs, puisque c'est retrouvé dans les études et il y a des alertes qui se font autour de ça. Les régimes restrictifs pour perdre du poids sont mauvais pour notre santé et dangereux. Alors c'est super, on a trouvé la solution. Maintenant, il y a alors attends, je regarde, c'est l'Ozempic ou alors le Wegovy, si tu en as entendu parler. Ça, c'est la révolution quand même. C'est bon, on a trouvé alors je vais dire régime minceur idéal. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh ben, c'est une catastrophe. Non, le Wegovy, par exemple, c'est l'Ozempic, ce sont des traitements qui sont utilisés dans le diabète. Donc, c'est des traitements qui peuvent être très utiles pour certains patients, des traitements qui sont utilisés aussi dans des situations d'obésité avec des complications médicales, avec des critères très précis qui peuvent aider la personne à effectivement perdre du poids, avoir moins de complications sur sa santé, etc. Malheureusement, c'est devenu une tendance. On en a beaucoup entendu parler et il y a eu beaucoup de mésusage de ces molécules-là pour perdre du poids chez des personnes qui n'avaient pas du tout d'indication à prendre ce type de traitement. Ça reste des molécules qui sont dangereuses en fait quand on n'en a pas besoin, avec des risques pour la santé, des effets secondaires qui sont très importants, et une perte de poids qui va être rapide et qui ne va pas être tolérée par le corps chez des personnes qui le plus souvent n'ont pas besoin de perdre de poids. Donc ça peut à nouveau être vu comme une solution effectivement facile, accessible, rapide, efficace de perdre du poids, mais c'est hyper dangereux pour la santé physique et aussi pour la santé mentale, parce que les personnes qui vont utiliser ça, elles se sentent pas bien dans leur corps. Est-ce que la solution c'est de perdre du poids déjà? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut remettre en question en premier? Et du coup, est-ce que perdre du poids va les aider à se sentir mieux, ou est-ce que ça va pas juste accélérer un processus de troubles alimentaires, de mal-être, etc. Donc, ce sont des fausses solutions qui malheureusement sont hyper dangereuses et qui, en plus de ça, ne permettent pas d'améliorer le problème de l'insatisfaction initiale. Donc, voilà, les personnes qui veulent utiliser ça alors qu'elles n'ont pas besoin, que ce n'est pas prescrit, qu'il n'y a pas d'indication par un médecin, qu'elles n'ont pas de diabète, etc., il faut qu'elles aillent... Pardon. T'entends ou pas? Non, ça va? Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a mon fils qui pleure. C'est pour ça, excuse-moi. Parce que ça, on l'entend pas. Ces personnes qui vont utiliser ces traitements-là, en fait, elles vont juste se mettre en danger, et la solution, elle va être bien ailleurs et au-delà, sur un travail plutôt psychologique, diététique, aussi de travailler pourquoi est-ce que j'ai besoin finalement de perdre du poids pour me sentir mieux.
En quoi cette apparence, pourquoi cette apparence est si importante pour moi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que perdre du poids, finalement, ça va m'aider à être plus heureux? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose autour, en fait? Et le problème de l'utilisation et du mésusage de ces traitements-là, c'est aussi que derrière, les personnes qui en ont véritablement besoin ne vont plus en avoir. Donc il y a une pénurie aussi de médicaments par rapport à ça. Donc voilà, des complications sur tous les plans pour la personne qui va mésuser le traitement alors qu'elle n'en a pas besoin, et pour les personnes qui du coup en ont besoin et qui n'en auront plus assez. Donc, Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et on en revient à la même chose avec les capteurs de glycémie là qui font un peu à la mode là, où les personnes qui n'en ont pas du tout besoin s'en mettent juste pour vérifier leur taux de glycémie, alors que les personnes qui en ont vraiment besoin, des fois se retrouvent en pénurie, alors que eux c'est leur survie derrière quoi. Donc oui, complètement. effectivement il Quand faut. on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de surveiller sa glycémie. Et du coup, le risque derrière, c'est encore une fois d'hyper-intellectualiser, d'hyper-contrôler l'alimentation, et quelque chose qui ne devrait pas être contrôlé, qui n'est pas du tout physiologique. Notre corps, il le fait très bien tout seul, et on se retrouve du coup avec des comportements qui nous déconnectent de nos besoins et de notre physiologie, et qui vont faire que derrière, je vais avoir un rapport qui se perturbe à l'alimentation. Donc ça, c'est vrai que effectivement, c'est exactement le même principe. Pour moi, c'est tout aussi problématique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, je vais dire un peu collectivement, pour prévenir les TCA dès l'enfance ou même l'adolescence? Alors, il y a plusieurs choses. Dès l'enfance, dès l'adolescence, je pense qu'il y a toute une part d'éducation dans les écoles autour de l'alimentation, du bien manger, et sans oublier la nuance et le plaisir alimentaire qui est indispensable. Le fait aussi d'aider les enfants et les ados à repérer les messages problématiques, peut-être, en tout cas de les remettre en question, les messages qui sont véhiculés autour d'eux, et leur permettre de développer un esprit un peu plus critique sur ce qui les entoure, en fait, et ce qui va être véhiculé sur les réseaux sociaux, parce que c'est surtout ça qui est problématique aujourd'hui, hein, c'est que ça va très vite et qu'on a beaucoup d'informations qui sont fausses, et malheureusement qui sont pris telles quelles. Donc apprendre à décortiquer un petit peu les messages qui sont autour de moi, apprendre à les critiquer, apprendre à prendre l'équilibre aussi alimentaire, la nuance, le plaisir, etc. dans les écoles. Aider aussi les parents, du coup, dans l'éducation aux enfants. Je pense que ça, c'est aussi important, dans la façon dont ils parlent, dans la façon dont ils les éduquent sur aussi bien le corps que l'alimentation. On sait que, par exemple, tenir des propos sur le poids, le corps d'un enfant, lui dire là, je pense que tu manges trop, il faut que tu perdes du poids chez un enfant, ou tu as un petit bidon, des choses comme ça, c'est peut-être pas des propos qui permettent de protéger des troubles alimentaires. Au contraire, ça va être plutôt des facteurs qui sont à risque que l'enfant se remette en question et considère que le poids c'est quelque chose d'important, que l'apparence c'est quelque chose d'important, que l'alimentation elle doit être contrôlée. Donc c'est aussi tout notre rapport à nous en tant que parents vis-à-vis de l'alimentation et du corps qui peut être aussi un peu changé, modifié, ou en tout cas remis en question, de prendre conscience de est-ce que je fais bien dans la transmission que j'ai avec mes enfants, est-ce que je valorise trop le poids, le contrôle, etc., et de réussir à remettre quelque chose de plus nuancé en fait, pour protéger vis-à-vis des troubles alimentaires. Ouais, moi, le truc qui m'a le plus, je vais dire, choqué entre guillemets, et qui encore aujourd'hui a des impacts sur mon alimentation, c'est mes parents me disaient quand t'es petit, tu dois finir ton assiette, tu sors pas de table tant que t'as pas fini ton assiette. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal, j'ai plus faim, je finis quand même mon assiette parce que je me dis derrière il y a gaspillage, derrière il y a, enfin, et ça c'est vrai que c'est encore un impact aujourd'hui. Ouais, ça fait partie aussi effectivement des choses sur lesquelles on peut se remettre en question, et finir son assiette alors qu'on n'a plus faim, ça nous apprend pas à écouter ses sensations, et ça nous perturbe notre rapport à l'alimentation. Donc voilà, c'est effectivement des choses, il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut agir. On pourrait faire une longue liste, je pense, mais c'est ce type d'exemple-là qui est hyper important. Merci beaucoup. J'espère que les auditeurs ont bien noté. Sinon, réécoutez l'épisode parce que il est bourré d'informations très intéressantes. On arrive tout doucement aux deux dernières questions de l'épisode. Pour toi, c'est quoi bien manger finalement? Et c'est toute cette question de l'équilibre et de la nuance. Bien manger, c'est avoir d'un côté les connaissances pour sa santé
de ce que c'est que bien manger pour sa santé physique et mentale, et de l'autre, ne pas oublier le plaisir, la convivialité autour de l'alimentation, et essayer de rallier les deux et trouver son propre équilibre qui me permet de me sentir bien et d'avoir un rapport serein à l'alimentation. Il faut que bien manger, c'est être serein face à son assiette et face à son rapport au corps aussi. C'est quoi ton petit plaisir alimentaire? Ta collation, ton snack favori, ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. Alors, je vais être embêtante, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas un repas ou très peu de repas où je n'ai pas de plaisir à manger. En fait, pour moi, le plaisir, il est intégré à mon alimentation. Et si je prends le temps de me faire à manger, je me fais un truc qui me fait plaisir. Je vais pas me faire à manger un truc qui me plaît bof ou m'intéresse pas, ou encore moins qui me donne pas envie de le manger. Donc le plaisir pour moi il est là à chaque repas, sauf des moments où il y a rien d'autre, où effectivement je travaille à l'hôpital, des fois les plats ils sont pas super bons mais il y a que ça, donc je prends pas forcément de plaisir à manger, mais c'est vital donc je mange quand même. Mais le plaisir il est intégré partout. Après il y a des choses qui me font encore plus plaisir et que je mange pas à chaque repas parce que déjà j'en ai pas envie à chaque repas. Mais tout ce qui est, moi j'aime beaucoup le fromage, ça c'est un truc, vraiment le fromage, j'adore ça. Le pain, le fromage, je pense que là c'est un peu la base de mon alimentation. Et dans les choses que j'adore cuisiner, c'est pour les petits déjeuners, c'est les cinnamon rolls. Ça je les fais maison et j'adore ça. Et je peux en manger, quand j'en fais, j'en mange tous les matins, tous les matins. Il n'y a pas de moment particulier, s'il y en a, ça me fait plaisir de le manger, je vais le manger. Donc voilà, c'est le plaisir, il fait partie de la vie alimentaire globale, quotidienne. Eh ben, merci beaucoup Camille. Si nos auditeurs ils veulent en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors sur Instagram, sur le compte doc.tca, principalement là. Et puis après, sinon j'ai écrit un livre aux éditions Larousse qui s'appelle Jeune régime minceur, la grande manipulation, et qui vient déconstruire les idées reçues qu'on peut avoir sur le corps, le poids, l'alimentation, l'activité physique, pour critiquer notre rapport et justement nous éviter d'aller vers des troubles alimentaires. Ben, merci beaucoup. Ben, voilà, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur l'Instagram doc.tca sur Instagram. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, je mettrai également le lien du livre pour les personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup Camille pour ton temps. C'était un super épisode. Je pense que on a vraiment déconstruit pas mal de choses et j'espère que les auditeurs auront appris des choses. Et pour les personnes qui ont peut-être des troubles, n'hésitez pas à les consulter. C'est hyper important pour vous et même pour votre entourage. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Merci. Bonne journée à toi aussi.